justement, comment améliorer ou renforcer cette résilience? Quel peut être le rôle de la technologie, par exemple? Si on regarde comment on réagit par rapport aux catastrophes naturelles, en fait, on a trois phases. Il y a une phase que j'appelle une phase de long terme, c'est-à-dire comment on se prépare aujourd'hui à un aléa, une catastrophe qui peut avoir lieu dans l'avenir. Éventuellement, si je suis dans une zone sismique, comment je peux adapter mes infrastructures, comment je peux adapter ma société pour que si j'ai une catastrophe naturelle, un séisme dans le futur, comment on peut réduire au maximum son effet. Mais ça, tout ça, ça se passe avant. Donc, à travers un certain nombre de choses, que la technologie va jouer un rôle très important pour adapter nos infrastructures à mieux résister. Je vous donne un exemple. Si je prends l'exemple du Japon, on sait qu'il y a des zones sismiques, il y a un fort risque sismique. Le Japon, il a fait des progrès dans la réglementation, dans la manière de concevoir les bâtiments, de construire. De telle manière, aujourd'hui, si on a une catastrophe, on sait bien que ces structures peuvent résister. Des pays qui ne sont pas du tout préparés, le même séisme que j'ai au Japon, s'il a lieu dans un autre endroit, il peut faire beaucoup plus de dégâts. Donc c'est cette première phase qu'on appelle la phase de préparation. Deuxième phase qui est vraiment très importante, c'est la phase qu'on appelle de détecter très tôt le risque. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai éventuellement une inondation, on a à peu près une demi-heure, 1 heure, 2 heures, où on sait qu'il va y avoir une inondation. Donc la détection à travers une instrumentation, à travers un certain nombre de choses, c'est quelque chose qui est très important. Donc, quelle est notre capacité aujourd'hui, lors de cette phase-là, à détecter ce qu'on appelle early detection. C'est une phase qui est vraiment très importante. Et troisième phase qui est importante, une fois que ça a lieu, qu'effectivement qu'on a eu beaucoup de destruction, comment faire pour mieux construire. Et en quelque sorte, comment refaire que la ville puisse fonctionner aux meilleures performances. Donc la technologie elle a joué un rôle. J'ai donné l'exemple éventuellement des séismes, effectivement, on connaît des choses. Sur la partie inondation, la question de l'inondation, c'est qu'on a une très grande quantité d'eau qui tombe dans des villes qui sont presque imperméables, parce qu'on a construit partout. L'eau ne peut pas s'infiltrer. Donc la question importante est, mais comment on peut éventuellement stocker l'eau? Il y a toute une notion aujourd'hui qui se développe qu'on appelle la ville éponge. Ça veut dire en fait laisser quand même des espaces dans la ville où l'eau peut absorber de manière temporaire l'eau. Et comme ça, l'eau qui va couler, qui va causer l'inondation, on va le piéger en quelque sorte. Donc il y a toute cette notion de ville éponge qui essaie de développer à travers la construction des bassins, etc. Donc c'est quelque chose qui marche. C'est des exemples, par exemple, si je prends une ville comme la ville d'Amsterdam, il l'a appliqué, effectivement, elle réduit beaucoup le risque. En Chine, il y a un certain nombre de villes qui l'ont appliqué. Sur le risque, par exemple, sur les zones côtières, on a la même chose. On a pu aussi développer des systèmes technologiques qui permettent aussi de protéger. Donc, effectivement, je dirais qu'il y a un certain nombre de progrès technologiques, mais le problème qui se pose, c'est que les progrès technologiques, ils étaient par secteur. Je vous donne un exemple qui est très ancien. Si je remonte à une centaine d'années à peu près, on fait une visite à l'Amérique du Nord. Pour la télécommunication, pour les téléphones et pour l'électricité, les câbles étaient aériens. Vous les voyez partout. Dès qu'il y avait une tempête, tout se cassait et il fallait reconstruire. Donc la question qui se posait, comment on peut les protéger? Et l'idée, c'est qu'il faut les enterrer. Donc enterrer, en quelque sorte, en fait, les câbles qu'on connaît aujourd'hui, elles étaient liées à des progrès technologiques qui sont liés à... Deuxième exemple, il y a un feu extraordinaire en Grande-Bretagne, je pense que ça doit être à Londres, il a tout détruit, parce qu'on construisait de matières inflammables. Et une question, mais comment on peut trouver des matières qui ne sont pas inflammables? L'apparition des briques. Vous voyez bien, la même chose. Donc, donc il y a eu des progrès par rapport à des catastrophes, comment on peut se produire. On peut trouver d'autres exemples dans l'histoire. Donc effectivement, la technologie, elle a joué un rôle très important, mais après, on va parler de technologie digitale, mais on parlera tout à l'heure, qui a apporté encore énormément de choses. Ce qui veut dire que les institutions, elles ont un rôle à jouer, puisque du coup, elles vont favoriser certains matériaux ou certains types d'installations au détriment d'autres. Les catastrophes naturelles,
ou la protection contre les catastrophes naturelles, c'est une responsabilité au niveau national. Ça veut dire que c'est l'État qui est responsable. Et l'État, il doit, avec les institutions, déjà réaliser une cartographie des risques. Cartographie des risques, je prends un territoire, qu'est-ce qu'il y a comme risque majeur, que ce soit des séismes, des inondations, etc. Donc, on fait la cartographie, ce sont les institutions qui sont responsables. Une fois qu'on a fait la cartographie avec les risques, mais il faut prendre les mesures. Les mesures, qu'est-ce qu'il faut faire en termes des infrastructures, en termes d'organisation? Dire il y a quelque chose qui arrive, comment préparer les hôpitaux, comment préparer le transport, etc. Ça relève aussi de ces institutions. Donc, dans la partie réglementaire, il y a des zones où on ne peut pas construire parce qu'il y a un risque d'inondation. Donc, il y a une responsabilité importante dans la première phase qu'on avait avant évoquée, préparation. Il faut prendre toutes les mesures. Et maintenant aussi, on vit dans une société aussi qui est organisée, dire que les écoles, si j'ai un séisme, une inondation, qu'est-ce que je peux faire? Les hôpitaux, dans les sociétés, dans les entreprises, la même chose, dire qu'on a besoin d'un engagement aussi, d'une préparation aussi de plans d'urgence dans le cas où il y a un risque quelconque. Donc, ils vont jouer un rôle très très important. Et quand le risque arrive, dire que j'ai un séisme, j'ai une inondation, mais comment je réagis par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais? Et c'est quoi les premiers gestes qu'il faut appeler? Comment je peux apporter de l'urgence? Mais ça aussi, on ne peut pas l'improviser. Il y a un proverbe qui est vraiment très, très intéressant. On dit qu'on ne peut pas apprendre à nager le jour de naufrage. Il faut se préparer avant. Et ça donne aussi une responsabilité collective où toutes les institutions, il faudra qu'elles s'impliquent dedans. Donc, effectivement, elles ont une responsabilité parce qu'il faut voir que les catastrophes naturelles, c'est du collectif. C'est massif. Dire que ça concerne comme des territoires très, très, très importants. Et l'un des problèmes qu'on a aussi, comment on peut savoir que dans tel village qui est un peu isolé, etc., qu'il y a eu quelque chose, c'est quoi les dégâts, à qui je dois envoyer le secours en premier. Donc cette question de cartographie aussi, c'est une question très importante, où les institutions peuvent jouer un rôle important. Regardez par exemple au Japon, il y a tout un entraînement dans les écoles, etc., on entraîne tout le monde. Si vous avez quelque chose, voilà le premier geste. Il ne faut pas prendre l'ascenseur, il faut vous cacher sous les tables, etc. Donc il y a ça qui est vraiment très important. Avec les moyens de communication qu'on a, c'est très facile de faire des alertes, d'envoyer les informations. Donc la question, comment j'agis individuellement et collectivement quand il y a quelque chose, comment je peux participer à faire apporter les premiers secours, il faut voir que lors d'une catastrophe naturelle, le plus important dans les questions de secours, c'est ce qui se passe dans les premières heures. Donc, les premières heures, qui est le plus proche? C'est le citoyen qui est partout. Vous voyez que, par exemple, on a des villages qui étaient complètement isolés, les secours, ils ont mis beaucoup de temps. Malheureusement, on va perdre beaucoup de vies humaines. Là, le citoyen peut jouer un rôle très, très important pour apporter le premier secours, pour avertir, pour alerter. Et donc, du coup, son engagement, il est vraiment très, très important. Donc nous en parlerons, mais ça veut dire qu'il faut aussi que les citoyens soient formés. Bien sûr. Bien sûr. C'est une question d'éducation. Elle est essentielle. Et dans une zone, on sait que voilà les risques qu'on a. Il faut que les citoyens soient préparés. Les écoles jouent un rôle important, les entreprises jouent un rôle très important, les familles jouent un rôle très important. C'est une question primordiale. L'un des problèmes majeurs qui peut se poser, c'est le défi financier, parce que mettre en œuvre cette politique a des coûts. Forcément, ça concerne des étendues très, très importantes. Et tout, les infrastructures, les bâtiments, les services, la société. Et généralement, on construit quelque chose, on le construit par rapport à un certain niveau de risque. Dans le passé, on ne faisait pas très, très, très attention. Ça veut dire qu'on a construit en dessous de seuil. Deuxième facteur qui est vraiment très important, c'est ce que j'ai évoqué au début, on a une intensification à cause du changement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation qui est très, très délicate. On a des infrastructures qui ont été conçues à un niveau de risque moins élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle, à très grande échelle? Il faut revoir les infrastructures, l'organisation, etc. Donc, un coût très, très élevé.
un tremblement de terre qui a lieu majeur tous les 100 ans, peut-être, bon, j'ai le temps, en quelque sorte. Les inondations, j'ai le temps beaucoup aujourd'hui à investir énormément, alors que j'ai d'autres priorités. Donc, c'est toujours les choses qui est sacrifiées, en quelque sorte, en fait. On sacrifie cette question de sécurité à grande échelle pour essayer de faire plutôt des choses à plus court terme. C'est vraiment un problème majeur aujourd'hui, un problème majeur parce que, comme j'ai dit, c'est une intensification. Il faut qu'on revoie beaucoup de choses. Ensuite, ce que j'ai évoqué, dire que ces catastrophes aujourd'hui, on peut améliorer les performances grâce à l'innovation, grâce à la recherche, à l'éducation. Donc on peut aussi entrer dans un processus qui n'est pas forcément financier, je dirais. Enfin, les finances, elles sont là, mais dans un processus qui est très, très positif, qui permet d'améliorer, de renforcer, d'innover, de créer, etc., qui est quand même très, très positif. Il ne faut pas regarder dans cette question de la lutte contre les catastrophes naturelles uniquement une question de dépenses. C'est plutôt aussi, peut être aussi une très bonne occasion, de très bonnes opportunités pour améliorer globalement nos performances. Et en Europe, quelle est la situation? L'Europe, malheureusement, est très concernée par les catastrophes naturelles. C'est énorme de dire que sur les 20 dernières années, il y a quand même 50 millions qui ont été touchés par les catastrophes naturelles. Des pertes énormes. Des pertes énormes. On a tout en Europe. Il y a le feu des forêts, on a les inondations. D'ailleurs, très récemment, on a vu, il y a les séismes, les cyclones. On a tout en Europe. Donc l'Europe, elle est vraiment très, très concernée par ça. La France est très concernée. Il faut voir que l'année dernière, on a à peu près 10 milliards de pertes qui sont liées aux catastrophes naturelles. Donc, on est aussi très concerné. À cause de ce que j'avais évoqué au début, c'est que les niveaux sont intensifiés. Quand on regarde les catastrophes naturelles, chaque fois, on interroge les citoyens. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de dépasser. Donc, l'Europe, elle est vraiment très concernée. Maintenant, il y a une politique au niveau de chaque pays, de ce que je dis de cartographie, etc. Mais l'Europe aussi, en tant que communauté, prend les choses en main. Donc aujourd'hui, on a une stratégie au niveau européen, dire comme quoi les risques naturels, les catastrophes naturelles, c'est une priorité. Donc il y a tout un programme qui se développe au niveau européen. Tout d'abord, cartographier. On a besoin aujourd'hui d'actualiser en quelque sorte les données qu'on a sur les catastrophes naturelles. Donc, faire de nouvelles cartes de risque, une question qui est vraiment très importante. Comment renforcer à travers l'innovation, donc il y a toute une partie qui est liée à l'innovation et comment partager l'innovation par rapport à ça. Donc il y a aussi un plan assez important. Il y a un institut qui a été créé aussi au niveau européen qui est spécialisé dans ce risque-là. Et aussi, parce que c'est un phénomène qui est international, l'Europe participe aujourd'hui au niveau international dans des grands programmes aussi de lutte contre les risques naturels. Donc, on est concerné. Il y a des choses qui se passent au niveau de l'Europe. Bien sûr, ça va prendre du temps parce qu'on parle sur des très grandes transformations. Mais aujourd'hui, il y a une stratégie et récemment, en 2023, etc., l'Europe, c'est une question qui est sur l'agenda.